Mesdames et messieurs, nous sommes très ravis une fois de plus de vous retrouver sur le temple de la démocratie, 10e rue télévision, qui vous propose une fois de plus cette émission si spéciale, le grand dossier. Le grand dossier de ces jours reçoit pour vous le secrétaire permanent adjoint du PPRD, M. Ferdinand Kambere, qui a accepté l'invitation de la 10e rue pour qu'on puisse décortiquer des fonds en combre la question liée à la proposition de loi du professeur Noël Tchani sur la nationalité. Nous évoquerons également l'épineuse question de l'insécurité ou de la situation d'une manière générale dans l'Est du pays et d'autres sujets d'actualité avec notre invité, M. Ferdinand Kambere. Bienvenue, comment vous portez? Nous nous portons bien, M. Léon. Nous sommes très ravis, une fois de plus, de vous retrouver sur la 10e rue télévision. Comment se porte le PPRD? On dirait qu'il y a un silence des morts ces derniers temps. Un silence des morts pour un grand parti comme le nôtre, je n'y pense pas. Le parti se porte bien. L'initiateur du parti, d'ailleurs, vous me donnez là l'occasion de passer par 10e rue pour lui adresser un petit anniversaire de 50 ans. C'est quand même un jubilé d'or pour un homme qui a travaillé pour son pays dans ses prestigieuses fonctions de président de la République depuis son jeune âge, 29 ans. Je crois que c'est l'occasion pour lui de célébrer parce que comme Simon, il est parti du pouvoir trop jeune, je crois 47 ans, et qu'il a laissé, à travers l'alternance démocratique et pacifique, ce même pouvoir, ce pays, à quelqu'un qui est venu de l'opposition quand même. Je crois que c'est le cas aujourd'hui de lui dire joyeux anniversaire pour vos 50 ans, à vous ainsi qu'à votre jumelle, l'honorable Jeannette Kabila. Alors, M. Ferdinand Kambere, les consultations au sein de la famille politique du PPRD, ça évolue bien. Et surtout, ça porte sur quoi? Bon, tu vois, c'est l'initiateur d'abord du PPRD qui est le président national de ces partis-là, mais il est aussi l'autorité morale du Front commun pour le Congo, qui est un grand front, qui a quand même, qui est aujourd'hui la force comme vous voulez dire principal, mais le CC précurseur, précurseur au moins qui a donné l'ego dans notre pays. Je le dis toujours sur plusieurs chaînes, que grâce à cette alternance, je crois que cette alternance est devenue une caution pour que plus jamais quelqu'un, lorsqu'il devient président de la République, en passant par les élections, ne rêve plus jamais de devenir un dictateur dans ce pays. Parce que tous, on a souffert de la dictature mobusienne de plus de 30 ans et que donc, lorsque nous assistons à une alternance démocratique et pacifique, on doit s'en féliciter et pouvoir sauvegarder les acquis surtout. Les acquis surtout, mais vous n'avez pas répondu à ma question. La question, je vous ai dit que les consultations portent sur les enjeux de l'heure. Les enjeux politiques sont toujours là. Vous le savez, c'est à cela que nous disons cette alternance est comme une marque qui devra affirmer que notre pays est devenu finalement un État démocratique, une république démocratique. Alors les enjeux politiques, c'est toujours les perspectives de 2023, les élections qui vont venir à 2023. Les partis comme le nôtre doivent pouvoir s'organiser pour reconquérir ce pouvoir qu'il a perdu. Vous le savez bien que la définition élémentaire d'un parti politique, c'est de conserver le pouvoir s'il l'a, mais s'il l'a perdu, c'est de le reconquérir par les moyens démocratiques. C'est ce que nous sommes en train de faire. En tout cas, le plus librement possible et en respectant toutes les lois de la République. Oui, et également, vous êtes en train de réfléchir comment, quelles sanctions réserver à ceux qui ont opté pour l'union sacrée? Bon, nous n'allons pas nous laisser distraire par les gens qui viennent, qui traversent, qui partent, qui sans idéal politique. Vous savez que certes, moi je suis juriste, mais parfois vous sentez certains politologues porter ce qu'on appelle la réelle politique, guidée par ça, mais qui peuvent se comporter par n'importe quoi, rien que pour gagner un gain quelconque en politique.
je crois que notre parti n'est plus à ce niveau-là. Notre parti part d'une vision, vision d'abord dressée par Mzee et portée par son fils qui est le Raïs Joseph Kabila Kabanga, et pour lesquels son parti continue, ainsi que la plateforme Front commun pour la République continue à penser, qu'il doit défendre cette vision pour que un jour la République démocratique du Congo joue son rôle en Afrique centrale en tant qu'un État puissant, respecté et développé au niveau de l'Afrique centrale. Est-ce que l'histoire vous rattrape? Les mêmes méthodes que vous avez utilisées à son temps et aujourd'hui, peut-être ça retourne contre vous, M. Ferdinand Kambere? Quelle méthode vous parlez? De quelle méthode parlez-vous? Parce que ceux qui sont partis, les consultations. Vous les avez aussi à un moment donné récupérés d'une manière ou d'une autre. Acceptez que les choses aillent ainsi. Oui, parce que l'homme reste l'homme. Tant qu'il ne sait pas concilier la réelle politique avec le moral, et qu'il peut, lui, traverser comme il veut la transhumance à la tête des coups de billets de banque, ou simplement influencé par ceci ou cela, bon, vous ne pouvez pas enfermer les gens dans une maison. Ce sont les mêmes méthodes. Je ne sais pas. En tout cas, les justes ne manquent pas. Ceux qui se battent pour l'idéal en politique aussi ne manquent pas. Et nous pensons que de plus en plus, tirer les leçons de tous ceux-là qui étaient venus, par exemple d'IMPR et qui ont rejoint le kabylisme, qui sont encore avec nous, malgré les secousses qui sont passées, on va continuer à cheminer. Mais ceux qui ont cru qu'eux, ils peuvent partir, ils ne peuvent pas être en politique tout en étant, par exemple, au chômage, bon, ils sont partis. J'espère qu'ils sont en train de travailler. Nous, on continue à réfléchir par rapport à notre République, les enjeux de la République, les ennemis, les adversaires de la République, tous ceux qui exploitent notre pays, tous ceux qui se mêlent dans la politique de notre pays, par exemple, pour que l'Est ne se repose pas du tout. Parce qu'entre-temps, il y a un gain économique, vous le savez, nos minéraux. Nous avons des procès contre l'Ouganda, les procès continuent au niveau de la haie, vous le savez. Tout ça, ce que nos richesses, parfois, on nous oblige à croire que nos richesses sont nos malheurs. Alors que je pense que nous devons travailler pour que finalement nos richesses ne soient pas entendues comme les malheurs des Congolais, mais bien comme un don de Dieu, comme nous le chantons dans l'hymne national, comme un don de Dieu que Dieu nous a donné pour la prospérité, pour le bien-être du peuple congolais. Est-ce que la loyauté paye en politique avant qu'on puisse parler de l'Est du pays? Mais absolument. Évidemment, les valeurs, la définition des valeurs dépend d'une personne à l'autre. Parce qu'il y en a qui définissent les valeurs par rapport à ce qu'ils ont comme gain économique, comme richesse monétaire, mais tout le monde n'a pas la même définition. L'homme le plus adoré aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Il est parti avec combien de millions? Les valeurs ne sont pas attendues de la même façon d'une personne à l'autre. Il y en a qui croient que quand il a 10, 20 maisons, 30 maisons, qu'il est plus valeureux que l'autre. Mais il y en a qui, quand il se bat pour la société, pour la solidarité, pour la collectivité, et qui est porté par cette communauté plus que les autres. Donc, la définition des valeurs, parfois, peuvent différer d'une personne à l'autre. Justement. En tout cas, nous, on est là, on se bat pour un idéal, on reste loyal à une vision, à une doctrine, et on continuera à se battre pour ce pays. Est-ce qu'on peut vous présenter autrement pour un kabylisme pur? Eh bien, voici Ferdinand Kambere. Voilà, peut-être à l'œuvre. Hein, peut-être à l'œuvre, ceux qui nous suivent et qui voient les parcours politiques. Avant d'arriver à la politique, nous avons été d'abord dans la ZADO. Quand c'était d'abord à ZADO, avant qu'on échange les aides à AS, nous étions déjà dedans. Peut-être qu'on a été plus ou moins pétris, d'abord par ces valeurs de la défense des droits humains, et que nous croyons qu'il est possible aussi, tout en état politique, de marier les deux. Aider et vrai pour la société. Merci beaucoup à M. Ferdinand Kambere. Je rappelle que vous êtes secrétaire permanent adjoint du PPRD. Alors, le président de la République a finalement décidé de décréter l'état de siège dans les deux provinces Nord Kivu et puis la province de l'Ituri.
Une décision courageuse, selon vous? Oui, c'était une décision courageuse parce que je dois vous dire que si à son temps, l'ancien président de la République hésitait, parce que effectivement, c'est une décision qui demandait énormément la combinaison de beaucoup d'éléments. Vous voyez l'Est qui continue à être déstabilisé, l'Est où il y a l'intoxication, l'Est où il y a la manipulation. C'est quand même une zone où, avant de prendre pareille mesure, il fallait nécessairement qu'il y ait ces concours de l'institution président du gouvernement et du Parlement pour qu'ils réunissent tous les ingrédients nécessaires, de manière à ce que lorsqu'on opère par un état d'urgence, par exemple, parce que ce qui est accordé normalement constitutionnellement, c'est 30 jours, et qu'il faut s'assurer que dans les 30 jours, on doit avoir effectué un travail énorme. Parce que lorsque vous revenez demander, c'est pour achever. Mais l'impression que ça a donné, nous l'avions dit, que malheureusement, c'est une décision que tout le monde a saluée, que tout le monde salue. Mais la crainte reste et demeure celle où est-ce que la préparation était là pour comprendre tout ce qui se passe là-bas. C'est avec combien d'hommes qu'il faudra opérer, qui sont les ennemis là-bas. Est-ce que ce sont simplement des groupes armés locaux? Ceux qui viennent de l'étranger sont soutenus par qui? Ces groupes locaux qui sont à l'œuvre en train de massacrer leurs frères, ainsi de suite. Ils sont soutenus par qui et ils ont quelle motivation? Bon, vous avez vu que l'engouement pour le soutien était là. D'ailleurs, elle était totale au niveau de toute l'étendue de la République parce que ce que tout le monde veut est qu'on en finisse avec... Au moins une fois pour toutes avec ça. Au moins une fois pour toutes. Alors, justement... Et ça, c'est comme, presque comme on dit dans les rings de catch, comme une prise de soumission. Donc, de manière à ce que lorsque finalement l'état de siège est décidé, il ne faut pas que ça rate la cible. Alors, d'accord, il ne faut pas que ça rate la cible. Mais au niveau du PPRD, plus de 15 ans, vous n'avez toujours pas eu à discerner le vrai problème qui ronge l'Est du pays. Mais c'est ce que je vous ai dit, qu'avec l'ancien président, qui a réussi à réunifier le pays, qui était déjà disloqué. Il y avait déjà plusieurs chefs d'État. Du côté du Grand Nord, là-bas, il y avait un chef de l'État qui était là-bas, qui régentait un chef rebelle. Du côté de Goma, un chef rebelle. Du côté de l'Ituri, un chef rebelle. À l'Équateur, un rebelle. L'effort à mettre ensemble pour que tout ceci vienne dans un gouvernement à Kinshasa et travaille ensemble pour ces pays, c'était un effort à faire. Ça a été fait avec Sun City et nous avons eu notre constitution. Alors, l'autre effort à faire, c'est que ces mêmes gens qui étaient des rebelles, en tout cas, il y a eu ceux qui ont gardé leurs liens avec des pays voisins qui, eux aussi, sont utilisés. Parce que, alors que Sun City était là, alors que nous venions de participer aux premières élections de 2006, nous avons encore assisté à des phénomènes Kunda, Laurent Kunda. Ne citons pas que le gouvernement, mais il y a aussi les forces onisiennes qui sont là aussi. Alors, avec Kunda aussi, il a fallu énormément d'efforts. Quand on réussit à se débarrasser finalement de ces phénomènes Kunda, il se transforme à M23, il se métamorphose à M23. De M23, après les élections de 2011, ils se sont métamorphosés encore à ce qui est maintenant à Beni, où on voit un truc ressuscité sous le nom des EDF, une nébuleuse que jusque-là, on n'est pas en train de comprendre, et que vous voyez qu'il se métastase aussi du côté de l'Ituri. Et tout ça, ça devient plus ou moins complexe, où notre État, avec les pays voisins, qui continuent à garder l'hypocrisie avec nous, nous n'arrivons pas, évidemment, l'hypocrisie des leaders politiques aussi, qui continuent à permettre qu'il y ait instabilité dans ces partis-là, pour qu'ils tirent des dividendes. Il y en a qui tirent les dividendes économiques de nos minéraux, de nos bois, de nos cacao, qui sont de ces côtés-là. Mais il y en a aussi qui tirent des dividendes au niveau du pays où, à travers ces groupes armés, il y en a qui les utilisent aux élections. Ce n'est plus
à cacher. Les gens l'ont dit, les gens l'ont avoué. Et donc, c'est tout ça, dans cette complexité-là, qu'est venu s'installer l'état d'urgence et que donc que tout le monde a salué pour qu'on mette fin. Mais est-ce que tout le monde est sincère dans les discours qui sont de son fond intérieur? La question de la sincérité, vous l'adressez à qui finalement? Aux autochtones, aux notables de ces coins? Mais à tout le monde, les dividendes politiques et économiques, ce n'est pas simplement aux autochtones. D'abord, ceux qui en souffrent plus, ce sont les autochtones, parce qu'ils vivent des produits de leur champ. Il va au champ et il rentre peut-être seul ou en laissant Madame faucher, les enfants, la tête coupée, ainsi de suite. En tout cas, ceux qui perdent, ceux qui en payent plus le prix, c'est la population locale. Et que donc, mais il ne faut pas dire que c'est ceux qui posent les actions et non pas des dividendes. Parce qu'en posant simplement la question, à qui profite tout ce qui se passe là-bas, vous pouvez effectivement vous dire, il y a donc des gens derrière ça. Et que donc, le matin, avant d'entrer chez vous ici à 10e rue, avant d'entrer, par exemple, ce qui est en train d'être dit sur les réseaux sociaux, que nous sommes déjà près de 30 jours de cet état de siège, mais on continue à faucher les gens. On a salué, on a aimé la déclaration, mais est-ce que les mesures nécessaires étaient prises pour que, dès l'heure arrivée, qu'il n'y ait plus de têtes coupées? Mais maintenant, on compte plus de 200, on nous dit plus de 200 tués, je crois, à Nitouri et à Beni, depuis plus ou moins 30 jours qu'il y a l'état de siège. À ce moment-là, ce que la population attend, c'est des résultats sur l'insécurité là-bas. C'est un processus. Le premier jour, tout le monde a salué lorsqu'on nous disait, par exemple, à Nitouri, que les groupes armés sont en train de déposer les armes. Tout le monde a salué ça. On a libéré les routes où il y avait des barrières, de tous ces malfrats-là. Tout le monde a salué. Mais après ça, il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à les traquer. Parce que nous ne savons pas, c'est quoi qui est privilégié? La négociation? Je vois par exemple le gouverneur qui est chez moi au Nord Kivu insister beaucoup plus sur le fisc et montrer donc plus ou moins une faiblesse dans la mise à place de cet état d'urgence, comme s'il n'a pas de moyens et qu'il doit d'abord collecter les impôts. Lui, alors que les gens attendent le voir attraper tous ces coupeurs de tête. Alors ça fait plus ou moins 30 jours qu'il est là. Certes, il y a eu la catastrophe humanitaire avec l'éruption volcanique, mais entre-temps, à Beni, ça ne repose pas non plus. Il y a ce qui s'est fait à Goma par cette catastrophe naturelle, mais à Beni, ces gens-là sont en train de mettre encore d'autres stratégies, mais aussi, ils demeurent aussi dans l'intoxication contre le pouvoir, comme à l'époque. Comme à l'époque. Et c'est ça qui est dangereux. Donc, est-ce que c'est vraiment localement que tout ça est imaginé? Est-ce que c'est simplement les tireurs qui peuvent être derrière ces groupes armés qui sont dedans? Ou il y a aussi ceux-là qui ont toujours financé l'instabilité? Parce que vous savez, comme je vous ai dit, en vertu de la réelle politique, il y en a qui développent leur théorie. Par exemple, pour que mon pays soit en paix, je dois exporter l'instabilité chez le voisin. Est-ce qu'on s'est reposé de tout ça? Est-ce qu'on s'est posé des questions sur tout ça? Monsieur Ferdinand Kambé, les discussions sur les rapports mapping et tout ça. Donc, c'est une question complexe. Et vous avez suivi aussi la déclaration du président rwandais sur ce rapport-là, qui n'a fait qu'énerver les gens, connaissant tout ce qu'il y a eu comme dégâts, et où on attend que le président, comme il a toujours fait, annonce de point ferme que ce rapport-là, que ce ne soit plus du genre où ce rapport s'est dressé par les experts des Nations Unies et la justice, notre pays fera sa justice. Non. Ou alors qu'on nous dise que nos parquets sont en train de faire les enquêtes pour voir qu'ils sont en train de tuer. L'ANER est en train de faire un rapport et qu'il a déjà un rapport différent peut-être de celui de mapping dressé par les experts des Nations Unies. Là, on applaudirait. Justement. Mais l'impression que nous avons... Mais j'aimerais que vous puissiez aussi aider nos téléspectateurs avant qu'on puisse évoquer la question du rapport mapping. L'état d'urgence est déjà décrété.
au niveau de la famille politique, la vôtre bien sûr, qu'est-ce qu'il faut? Quel est l'apport du PPRD pour que cette décision réussisse? Parce qu'il est question que tout le monde se retrouve. Il est question de la stabilité et la question ne concerne ni une famille politique ni une autre. Il est d'une portée internationale et nationale. Ceux qui sont fauchés ne portent pas les drapeaux que nous portons, ne portent pas les couleurs. Vous savez, lorsque Kabila était là et qu'on disait que c'est le régime Kabila qui tuait, nous ici, on a eu difficile à se faire élire dans ce point-là, parce qu'on disait que c'est les PPRD qui tuaient. Mais en réalité, c'est qui sont tués. Est-ce qu'ils sont du PPRD? Est-ce qu'ils sont de l'IDPS? Est-ce qu'ils sont Et ils ne sont même pas politiques, c'est des pauvres et paisibles citoyens qui vaquent aux occupations champêtres, mais qui malheureusement rencontrent ces faucheurs. Mais qu'est-ce qui fait que pendant plus de 16 ans ou 17 ans, vous n'avez pas pu mettre fin à cette situation de l'Est? Vous voulez aujourd'hui que dans les 30 jours qu'on puisse mettre fin à ça? Léon, je vous ai expliqué tout ça, sauf que peut-être que la volonté pour ne pas comprendre. Je vous ai expliqué que la guerre ici, elle n'est pas d'abord la nôtre, mais c'est une guerre malheureusement qui utilise les nôtres pour que le pays doit demeurer. Les Congolais, les politiciens, je vous ai dit dedans, ceux qui étaient des seigneurs de guerre là-bas, ce n'étaient pas des étrangers tous. C'était des Congolais qui étaient des seigneurs de guerre. Et les conséquences de ça, qu'on a voulu gérer par l'accord de Sun City, mais qu'après l'accord de Sun City, nous ayons encore Laurent Kunda. Après Laurent Kunda, on est M23. Il y a eu des compatriotes qui ont quitté le Parlement ici pour rejoindre encore des mouvements comme ça. Malgré ce qu'elles elles donnent comme souffrance à la population. Les EDF là-bas, il y en a qui ont profité. Je dis, l'actuel président, quand il arrive à Beni, il est candidat, il vient de Genève, il vient de renier sa signature à l'accord de Genève. Il n'a pas eu la paix paisible pour prêcher, pour faire sa campagne là-bas. Ça signifie quoi? Et ça, je l'ai toujours dit. Pourquoi ces mêmes gens, dans des situations sécurisées, il y a d'autres qui sont plutôt sécurisés par cette histoire et qui bénéficient de ça politiquement, et d'autres non. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a quelque part où l'orchestration de tout ça, de tout ce qui a eu comme instabilité, à présence des forces onisiennes, de la communauté internationale. C'est lui qui était la personne caution de la signature de l'accord de Genève. C'était quand même Alain Dos qui était, lui, la deuxième personnalité de MONUSCO ici. Donc, si nous voulons revenir dans tout ça, c'est pour vous dire que la guerre est complexe, et si elle veut se terminer, il faut que la communauté aussi dise un mot. Quelle communauté internationale. Parce qu'elle est là, donc sous la MONUSCO. Au silence là de la communauté internationale. Mais bien sûr, devant tout ça, lorsque la volonté est la même pour mettre fin à ce qui se passe, il faut alors demander aux pays voisins de ne pas s'immiscer. Kabila, lui, a réussi qu'après le M23, il obtienne un accord où il y a eu quand même le président rwandais qui a signé, il y a eu le président ougandais qui a signé. Je ne sais pas pourquoi on ne met pas tout ça en profit et qu'on cherche de nouveaux accords, je ne sais pas. Et pourquoi ça n'a jamais été appliqué sous Kabila? Mais pourquoi vous ne demandez pas? Pendant les 2 ans ici, pendant les 3 ans ici, on ne réussit pas à comprendre ces enjeux-là. Les mécanismes de mise en œuvre de l'accord d'Addis Abeba, c'est Kabila qui va l'appliquer ou c'est le pouvoir actuel? C'est Kabila. C'est une distraction tout simplement de vouloir tout le temps revenir sur Kabila. Kabila a fait ce qu'il pouvait faire pour ces pays, pour qu'il organise d'abord avec les moyens du pays les élections, et les élections auxquelles son candidat a perdu, et il a fait la remise-reprise avec un opposant. Aller toujours dans les débats où il faut revenir sur les 18 ans, lui a si conduit le pays jusque-là. Le problème aujourd'hui, c'est de dire comment ne pas rentrer trop bas. Et continuer à monter. Continuer plutôt à monter. Monter sous les chevaux que lui a laissés pour aller plus au-delà. Donc il a fait sa part, que c'est lui qui est là pour Mais bien sûr, parce que lui aussi n'aura qu'un mandat ou deux. Lui aussi n'aura qu'un mandat ou deux, selon la volonté de la population. Et après lui, il y aura quelqu'un d'autre. C'est ça la démocratie aussi.
Que pensez-vous finalement de ces propos qui a énervé presque tous les Congolais? Certes, vous l'avez dit, du président Paul Kagame, en quelques mots. Je l'ai déjà dit, Léon. Je dis, personne ne peut accepter que du Rwanda vienne un discours négationniste sur tout ce qui s'est fait à l'Est sur la population civile. Impossible. La population civile, elle n'est pas belligérante. Ceux qui se battent, ce sont peut-être les forces. L'armée de notre pays, avec peut-être des groupes rebelles, avec peut-être les armées des pays étrangers. Tout le monde les a vus sortir de ces pays pour entrer. C'était à présence des MONUSCO. Et vous avez eu la réponse du secrétaire général des Nations Unies. Donc, ce n'est même pas à moi de répondre. Vouloir réfuter un rapport dressé par eux, comme ça, des revers de main, et raconter aux gens qu'il y a un autre rapport, ou vouloir nous faire croire que c'est maintenant que la justice, notre justice va aussi faire son rapport. Mais c'est très bien s'il y a déjà un rapport qui a documenté tous ces massacres-là. Mais vouloir dire qu'il n'y a jamais eu de crimes à l'est du Congo, alors que tous nos minéraux exportés passent par où? Tout le monde en parle. Les sangs qui a continué à couler, on a parlé des minéraux des sangs. Vouloir dire que tout ça est blanc, non. Trop fort ça, comme message. Alors, M. Ferdinand Kambere, vous êtes quand même un acteur politique, vous êtes un père de famille, c'est normal que tout ça vous blesse, vous choque aussi, c'est tout à fait normal. Revenons un peu sur la nationalité en République démocratique du Congo avec une proposition aujourd'hui qui crée, je dirais, de la panique dans la plupart des salons politiques en République démocratique du Congo. Je parle bien sûr de la proposition de loi du docteur Noël Tchani sur la nationalité. Comment jugez-vous d'abord, d'une manière générale, le débat? Est-ce que le niveau, on doit s'accrocher à ça ou à ce moment, on doit plus se focaliser par le développement du pays? Bon, vous savez, nous sommes, je crois, à un moment où il y a une discussion sur les processus électoraux et donc les lois aussi qui existent et que quelqu'un peut donner son opinion. Hein. La liberté d'opinion, je crois, est consacrée dans notre constitution. C'est un droit politique qui est parmi les droits fondamentaux qu'on reconnaisse à un citoyen. Tout le monde peut opiner à sa manière. Ce que moi, je n'ai pas aimé, c'est quoi? Parce que quand lui, je crois, Tchani parle, il utilise quel mot? Il parle de verrouillage. Il faut verrouiller les fonctions du président de la République, je crois. Il ajoute d'autres institutions, Sénat, Assemblée nationale et ainsi de suite. Voilà. Et des ministères régaliens. Ce que moi je condamne, c'est tout en le disant, malheureusement, tout est édulcoré. Hein, c'est ce qui l'accompagne, et même lui-même, quand il parle, vous sentez se défendre qu'en parlant des individus. Et à ce moment-là, ça devient dangereux. Parce que quand il commence à dire la tête de Kambere est là, est-ce que ça ressemble à la tête d'un Congolais? La tête de tel sa peau, et ainsi de suite. Et surtout, nos amis de l'IDPS, lorsque vous avez dans l'air... comment ils appellent ça, réunion de debout, comment, Parlement debout, où vous les voyez citer les gens. C'est ça qui est une tendance dangereuse. Pour une loi, pour moi, qui ne concerne même pas la nationalité, pour une loi qui concerne, si c'est une proposition de loi, je ne sais pas, qui concernerait rien que les conditions d'éligibilité pour être candidat président de la République. En réalité, pour moi, ce n'est pas un débat sur la nationalité. Parce que le débat sur la nationalité a déjà eu lieu. Et ce n'est même pas maintenant. On sait déjà que, par exemple, quand vous lisez la loi qui est là, en tout cas, même si, bon, nous ne disons pas que c'est la meilleure loi, mais au moins c'est celle qui est là, de 2004, la loi qui est là a déjà répondu à plusieurs questions sur la nationalité qui sont des Congolais d'origine. Léon, je ne vous surprendrai pas en vous disant que lorsque vous lisez ces articles, vous allez trouver que, par exemple, les enfants nés des parents inconnus sur notre territoire, ils sont qui? Ils sont présumés Congolais d'origine. Sauf si ces parents sont retrouvés et qu'on trouve que c'est des parents qui réclament que leurs enfants prennent la nationalité de notre pays.
Je suivais encore dans les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est vrai ou quoi, où on dit que Sylvie Bongo a interrogé l'ambassadeur du Rwanda, qui lui dit « Je suis des mères congolaises et donc je suis congolais d'origine aussi, tout en étant ambassadeur le jour que je viendrai. » Tout ça, ça rentre dans un autre débat qui n'est plus le débat par rapport à ce qui est en train d'être donné. Parce que je pense que le débat de la nationalité, ça... c'est déjà révolu. C'est déjà résolu. C'est dans la loi qu'on ne fasse pas entrer les gens dans les combats de haine. On verrouille quand même... commençons par la fonction président de la République. Noël Tchani propose à ce que celui qui sera élu ou bien qui se présente comme candidat président de la République doit être né de père et de mère congolaises. Est-ce qu'il y a du mal dans ça? Non, ce que je vous dis, Léon, c'est à cela que je dis il faut faire d'abord le distinguo et ne pas faire le méli-mélo. Parce que les droits de vote et les droits d'éligibilité sont des droits garantis à tous les citoyens d'un État. Et donc dans notre pays aussi. Quand vous êtes Congolais, comme je viens de vous le dire, c'est peut-être... il y a toute une série de gens que d'autres dans leur discours ne considéreraient pas comme des Congolais, alors que la loi a déjà dit qu'ils sont Congolais d'origine. Donc le débat n'est plus là. Ils n'ont qu'à aller lire la loi sur la nationalité qui est Congolais d'origine. Mais maintenant, les droits d'éligibilité, quand vous entrez dans le droit, vous allez trouver que l'éligibilité, c'est une possibilité qui est reconnue à tous les citoyens de cet État-là d'être candidat pour une fonction publique donnée dans cet État à condition. Donc il y a toujours des conditions, Léon. Alors, je crois que Léon, plutôt Noël, n'a fait que parler d'une des conditions que lui préférerait que ça s'ajoute aux conditions qui sont là. Comment vous jugez cette condition? Non, je dis ceci. D'abord, il faut que nous comprenions sur les principes. Sur les principes. Parce que de la façon dont on mène les débats, ça va paraître comme si on excluait des gens. Alors qu'en réalité, les droits d'éligibilité ou l'éligibilité pour être candidat de la République ou candidat à un autre poste, il n'y a pas que celui-là, c'est toujours accompagné des restrictions qu'on appelle légales. Je vous donne par exemple la caution de 100 000. Quand on met la caution de 100 000, on exclut un bon nombre de citoyens qui ont eux aussi droit d'être candidats. Mais pourquoi on met 100 000? C'est pour restreindre. Je vous donne la sanction pénale. Bemba a été exclu pour être candidat parce que simplement il y avait une condamnation contre lui. Il n'y a pas que ça. Il y a par exemple dans d'autres pays où on peut vous donner les parrainages. On dit non, les parrainages, pour nous, pour être candidat président, on peut être, il faut avoir 1000 ou 100 000 voix par province et ou par territoire dans notre pays pour briguer ces mandats. Ce sont des restrictions, mais qui doivent être dans la loi. Il y a par exemple l'autre où on vous dit par exemple, si vous n'avez pas habité de manière continue la RDC pendant 10 ans ou 15 ans, vous ne pouvez pas être candidat. Mais est-ce que cela vous exclut des Congolais d'origine? Non. C'est là où le débat Tchani devient un peu dangereux, où tout le monde est en train de croire que même quand lui en parle, d'abord il n'est même pas député, quand lui en parle, ça devient comme s'il disait que les autres ne sont pas Congolais d'origine et que donc il n'y a que ceux qui sont comme ça qui sont Congolais d'origine. Non, je dis que les Congolais d'origine, ils sont de plusieurs catégories dans la loi et la loi garantit ça. Mais les conditions d'éligibilité que la loi peut mettre là, ça exclut toujours un certain nombre de Congolais. C'est pour restreindre. Et ça, c'est la volonté des députés. Alors, est-ce qu'un débat peut être sur ce point-là? Bon, pourquoi pas? C'est un débat. Si c'est un débat au niveau du Parlement, c'est eux qui votent la loi pour ajouter une condition ou réduire une condition. Vraiment, ce n'est pas un problème. Je suis simplement contre ceux qui veulent profiter de cela pour créer encore la haine entre les gens, diviser les gens comme si en disant que non, lui est de peau blanche, il n'est plus Congolais d'origine, lui est... Non, à ce moment-là, nous allons tomber dans les erreurs graves et je salue la position de la première dame honoraire Marie-Olive Lembe
qui a aussi opiné sur la question pour demander que notre pays ne recule pas. On a fait énormément sur ce plan-là. Et lorsqu'on débat d'une question quelconque sous les conditions d'éligibilité, qu'on ne confonde pas ça avec la question des nationalités. Parce que sinon, les gens risquent de croire que quand on a la peau blanche, donc on n'est plus congolais d'origine. Ça, c'est faux parce que la loi dit autre chose. Monsieur Ferdinand Cambéré, merci de votre présence. Surtout, merci pour toutes ces analyses. Vous vous sentez finalement bien dans votre peau quand vous parlez de tous ces sujets. Mais apparemment, ou malheureusement, nous assistons à des escalades verbales entre deux camps politiques et tout ça. Ça serait justement, Léon, déplorable. Je crois que ce qu'on doit toujours privilégier, c'est l'intérêt général. C'est notre pays, il faut le sauvegarder. Il ne faut plus permettre qu'il y ait jamais qu'il y ait de la guerre ici, surtout par rapport à l'identité des gens. La loi a déjà réglé beaucoup de choses. S'il y a des débats, des discussions pour l'élection, pour le vote de telle ou telle autre loi, en tout cas, la souveraineté appartient à l'Assemblée nationale. Alors, sinon, au niveau de la Chambre basse, finalement, c'est les débats sur la loi électorale. Est-ce qu'au niveau du PPRD, avez-vous déjà amorcé les réflexions dans ce sens-là? Est-ce qu'il faudra des réformes avant la mise en place des nouveaux animateurs de cet organe, ou il faut procéder par la désignation des animateurs avant de parler des réformes électorales? Bon, je crois qu'on est en train d'y travailler et nous attendons plutôt que les votes aient lieu. Je crois qu'on n'est plus au niveau de cette question-là. Parce que quand nous, on a soutenu l'idée qu'il y ait des animateurs de la CENI, parce qu'encore que ça ne venait pas de nous, ça venait des confessions religieuses elles-mêmes. Bon, ça a été mal compris, ça a été mal interprété parce que l'intoxication et la manipulation a encore prévalu par rapport à la raison. Et donc, on attend. Est-ce qu'il faut dépolitiser la CENI? Bon, ce qu'on cherche à la CENI, c'est quoi? Ce qui est un peu plus de neutralité par rapport à ceux qui sont dans les joutes électorales, qui doivent entrer dans les joutes électorales pour gagner des sièges. S'il y a cette neutralité-là, si on peut l'avoir, en tout cas, comme elle ne vient pas du ciel, les principes qui avaient d'abord été donnés dans la loi, là, quand vous l'analysez, c'était les principes de mixité. C'est-à-dire qu'on mette quand même la société civile, qu'on mette l'opposition, qu'on mette la majorité. L'esprit, c'est quand il y a le principe de mixité qui est autocontrôle entre les entités. Bon, mais maintenant, s'il y a toujours des gens qui se croient plus malais que les autres pour avoir ceci et contrôler seul la CENI, c'est là où ça devient dangereux. Ça veut dire quoi? Ça signifie que je crois que aujourd'hui l'Union sacrée ou l'IDPS, sinon le président de la République, son honneur aussi passera dans les garanties qu'il pourra offrir en plus de liberté pour ce qui est ce droit politique qui sont reconnus aux citoyens, pour que lorsque nous irons aux élections, qu'au moins les accusations qui étaient hier ne soient plus là. Et que les gens se disent, OK, on a connu cette fois-ci une CENI plus saine, plus nette, plus équilibrée et plus indépendante. Ça ne sera qu'à son profit. Ben, je crois l'avoir entendu déclarer qu'on aura finalement les élections en 2023, c'est-à-dire on a déjà connu quelques cycles. Il faut aussi ajouter une autre opération électorale un peu plus claire que ce qu'on a connu dernièrement. Est-ce que la volonté politique là ne suffit pas? C'est encore des promesses. Nous attendons, nous sommes déjà de l'opposition, nous attendons le voir à l'œuvre. Vous êtes quand même dans l'apprentissage de l'opposition ou bien le PPRD, c'est vous croyez que Kabila là a commencé l'opposition aujourd'hui? Chassé depuis 1964, Kabila lui-même né d'Al-Maki, vous croyez que ce n'était pas l'opposition? Je m'étonne chaque fois que les gens, lorsque les gens disent que non, vous allez expérimenter l'opposition, ils ont été à l'opposition depuis 1964. Et ils ne sont revenus que ici, à l'entrée, avec l'AFDEL. Donc, nous n'allons pas expérimenter. Certes,
il y a eu encore plus d'expérience de gestion du pouvoir aussi. On essaie de comprendre pourquoi on a perdu les élections et on devrait faire un effort pour dire on ne perdra plus. Ouais, parce que l'opposition dont vous parlez, l'IDPS aussi n'a pas été dans l'opposition, ils étaient d'abord au pouvoir. Vous le savez. Quand les Kabila partaient à 64, c'est l'IDPS ici, c'était Fait Etienne et Mobutu et tout ça qui les ont chassés. Très intéressant. Même si après lui-même a commencé son opposition contre Mobutu. Donc c'est cela. Donc vous vous sentez très à l'aise dans cette Parce que ce qui est important, c'est que nous nous sentions nous tous dans les combats pour la République, dans les combats pour l'État. Et que ce soit les peuples qui est la meilleure composante de l'État, sinon l'État n'est pas là, qui gagne dans tout ce que nous voulons faire pour lui. Voilà tout ce que nous pouvons dire. Merci beaucoup à monsieur le secrétaire permanent adjoint. On a perdu quand même quelqu'un, Kitenge Yesu. Vous l'avez certes connu? Malheureusement, peut-être de non. Et voilà. Quelque part, vous avez cité une phrase qu'on a entendu parler à la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko. C'était une phrase prononcée par l'ancien président Joseph Kabila au Congrès. Il avait dit ces jours-là, l'heure est venue où la République démocratique du Congo doit jouer le rôle qu'elle le maître de temps et des circonstances l'a décidé. Mais ici, vous avez certes essayé de dire la même chose, mais dans des phrases un peu différentes. Avez-vous une idée sur ça? Je crois que si la RDC est là où il est, c'est parce que le maître des temps et des circonstances, que je connais mon président du parti, qui est le président honoraire de ces pays, a toujours adoré et qu'il a mis au devant de toutes les démarches pour les sauver de la situation dans laquelle il était. Donc sans Dieu, ces pays, la main de Dieu est au-dessus. La main de Dieu est au-dessus. On peut aller chercher les sorciers à gauche, à droite, mais le pays est d'abord conduit. Et nous continuons à implorer que cette main de Dieu continue à protéger le Congo et à protéger le peuple congolais ainsi que ses dirigeants. J'aurais voulu voir Joseph Kabila avec l'effigie du PPRD. C'est aussi votre souhait? Mais qui vous a dit qu'il ne le porte pas? Parce que l'important, ce n'est pas tout le temps de l'avoir avec soi, sur son corps. C'est de l'avoir à l'intérieur, dans le cœur. Et ça, c'est plus important. C'est quand même une effigie d'un parti, quand même. Mais oui, ce qui les porte ne manque pas, de toutes les façons. Ce qui les porte ne manque pas. Mais pourquoi il ne le fait pas? Mais pourquoi il doit porter l'effigie de lui-même? Même du parti, le PPRD quand même. Les partis, c'est son parti. En tout cas, il n'y a même pas de doute par rapport à ça. Et je ne connais pas un seul qui doute que le parti soit son parti. C'est son parti. Et nous avons encore cette chance que l'initiateur soit encore en vie. Peut-être que si les choses étaient autres, c'est à cela qu'on verrait notre parti chanceler. Mais il est là. Et il est encore fort. Ne t'en fais pas. Vous aurez certainement un candidat en 2023, si jamais il y aura élection. Qu'on passe aux lois, et puis après, les partis, je vous ai dit que dans sa définition élémentaire, et la plus basique, c'est qu'il est là pour conquérir le pouvoir lorsqu'il a perdu. Monsieur Ferdinand Kambere, avez-vous un message à vos électeurs, à la population congolaise qui vous écoute en ce moment? Vous avez une minute. Oui, c'est continuer à demander au peuple congolais, de continuer à espérer, à croire et à œuvrer pour la paix. Nous, en tant que leaders politiques, de continuer à travailler aussi pour l'amélioration de nos lois, pour que nos lois soient les plus rassurantes, pour que ce Congo reste un pays fort, indivisible, pays fort au centre de l'Afrique, pays puissant, mais développé aussi à faveur de notre population, qui continue à croire. Nous venons de loin, Marie-Olive Lembe l'a dit, notre maman l'a dit, nous n'avons plus le droit d'accepter de reculer. Quelle est la responsabilité de l'homme politique dans la gestion de ce pays? Ah, mais il a toute la responsabilité. Tout ce que moi je recommande maintenant, c'est de lier la réelle politique avec le moral. Qu'on ne soit pas là simplement à dire j'ai gagné
sans respecter les lois, sans respecter la Constitution, mais qu'on gagne ensemble à travers les institutions. Vous le savez, Obama, quand il était arrivé en Afrique la première fois, c'est qu'il a recommandé à l'Afrique d'œuvrer pour des institutions fortes, pas pour des hommes forts. Et je crois que notre Constitution, je le dis partout, notre Constitution allait déjà dans ce sens-là. Il appartient à nous, animateurs des institutions, lorsque nous sommes désignés, de continuer à avoir cela en mémoire, dans notre cœur, que nous œuvrerons, ce pays sera craint par les pays voisins, par tous les autres pays, lorsque ce sera les institutions qui seront les plus fortes que les individus. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission spéciale Grand Dossier. Nous avons eu finalement le privilège de recevoir pour vous M. Ferdinand Cambéré, secrétaire permanent adjoint du PPRD. Ouais. Merci pour votre disponibilité, merci pour toutes ces analyses. Les téléspectateurs qui nous regardent partout à travers le monde vont certes analyser toutes ces analyses et je pense qu'ils vont se retrouver. Merci une fois de plus pour avoir répondu à l'invitation de la 10e rue, le temple de la démocratie. Mesdames et messieurs, on vous retrouve prochainement dans un autre numéro, peut-être avec un autre acteur politique. Mais quant à nous, on reste ensemble. N'oubliez pas, Covid-19, c'est encore une réalité en République démocratique du Congo.